Dans ce premier chapitre d'introduction, nous allons passer en revue l'appareil respiratoire des mammifères et nous verrons les différentes étapes de la respiration qui découperont logiquement ce cours de physiologie respiratoire. La vie de la cellule nécessite la production d'énergie. Il existe plusieurs façons pour la cellule de produire cette énergie dont elle a besoin. Une de ces façons est à l'intérieur des mitochondries de combiner du glucose et de l'oxygène pour obtenir du CO2, de l'eau et de l'énergie sous forme de chaleur et d'ATP. Cette énergie qui est produite dans les mitochondries va donc consommer de l'oxygène et produire du gaz carbonique, du CO2. Et au sens large, la respiration est l'ensemble des phénomènes qui vont concourir à assurer les échanges gazeux entre le milieu ambiant et la cellule vivante, c'est-à-dire les phénomènes qui vont permettre d'apporter de l'oxygène à la mitochondrie et au contraire d'éliminer le CO2 de la mitochondrie. Chez les êtres unicellulaires, le mécanisme qui va permettre ces échanges gazeux entre le milieu ambiant et l'intérieur des cellules va se faire uniquement par diffusion passive, grâce à l'agitation des molécules d'oxygène et de CO2 par exemple. C'est un mécanisme purement passif, avec un déplacement des molécules selon le gradient de concentration de ces molécules. Et l'équilibre des concentrations va être donc d'autant plus rapidement atteint que la distance à parcourir sera faible. Donc la rapidité de l'équilibration, des gaz mais d'autres substances aussi, va être inversement proportionnelle à la distance à parcourir. Dans ces cas-là, on comprend bien que chez les êtres qui sont pluricellulaires, de taille beaucoup plus grande, la diffusion simple soit totalement inadaptée à des échanges gazeux efficaces et rapides. Et dans l'espèce animale, il existe de nombreuses solutions en fonction en particulier de la taille de l'animal. Chez les mammifères, s'est développé petit à petit un système fermé dans lequel circule le sang. Au niveau des tissus, au niveau de réseaux capillaires où le sang va être en contact très proche avec les tissus, les échanges par diffusion vont de nouveau être possibles. Alors, on a deux types de capillaires. Les capillaires pulmonaires qui permettent les échanges entre le milieu ambiant et le sang au niveau des poumons. Et les capillaires tissulaires qui vont permettre des échanges entre le sang et les cellules au niveau des différents tissus. Chez les mammifères, et plus particulièrement chez l'homme, l'appareil respiratoire est sophistiqué et va permettre l'oxygénation des tissus, l'élimination du gaz carbonique, ça c'est la respiration à proprement parler, mais aussi le maintien du pH à une valeur normale, qui est une fonction très importante qui sera revue dans un autre cours. Et chez l'homme, ce système respiratoire va aussi permettre la phonation, la déglutition, le hoquet, etc., qui sont tous des comportements qui n'ont rien à voir avec les échanges gazeux, mais qui mettent en jeu l'appareil respiratoire. L'appareil respiratoire va aussi participer à la défense de l'organisme. Il n'est pas inerte, mais elle va avoir aussi une fonction métabolique, elle va pouvoir filtrer le sang qui va le traverser et va aussi constituer un réservoir de volume sanguin. Et puis enfin, l'appareil respiratoire va participer, peut-être moins que chez certaines espèces, mais va participer à la thermorégulation et à la balance hydrique. Alors, avant de vous plonger dans la physiologie respiratoire, il y a un certain nombre de prérequis à connaître qui dérivent des cours d'anatomie, mais aussi des cours d'histologie. Vous verrez dans le DVD qu'un certain nombre de cours, en particulier du professeur Chaffanjon, vont vous donner les bases anatomiques qui vous permettront de bien comprendre la fonction de ces différentes parties de l'appareil respiratoire et donc de comprendre la physiologie. Et puis dans le cours du professeur Seignerin, vous trouverez un certain nombre d'éléments qui vont vous permettre de bien comprendre comment fonctionne le revêtement de l'appareil respiratoire. Et puis vous verrez aussi quelques notions sur le cartilage qui sont importantes à connaître pour bien comprendre la physiologie, en particulier des voies aériennes. Et puis dans le cours d'histologie du professeur Seignerin, vous trouverez des informations sur le revêtement épithélial de l'arbre bronchique, ça sera important à connaître, ainsi que sur le tissu cartilagineux. Alors, vous avez ici schématisé l'appareil respiratoire qui est couplé bien sûr à l'appareil circulatoire.
Et on a plusieurs étapes dans ce phénomène de respiration, entre le moment où l'air va arriver du milieu ambiant jusqu'au moment où l'oxygène va pouvoir passer du sang capillaire vers les tissus, et puis dans l'autre sens, entre le moment où le gaz carbonique va être capté par le sang capillaire et où il va s'échapper vers le milieu ambiant. La première étape est celle de la ventilation pulmonaire. Elle nous occupera pendant plusieurs chapitres. Et cette étape consiste à faire pénétrer l'air du milieu ambiant vers les alvéoles et puis à faire ressortir l'air qui est dans les poumons vers le milieu extérieur. L'étape suivante que nous verrons est celle des échanges gazeux au niveau alvéolo-capillaire. Ces échanges gazeux vont permettre à l'oxygène de passer des alvéoles vers le sang capillaire et vont permettre au CO2 de passer du sang capillaire vers les alvéoles pour ensuite être éliminé par l'étape de ventilation pulmonaire. Bien entendu, tout ça ne sert à rien si l'oxygène ne peut pas être apporté aux tissus, et l'oxygène est transporté vers les tissus par le sang, et inversement, le gaz carbonique est transporté des tissus vers les poumons par le sang, et nous verrons l'étape importante du transport des gaz dans le sang. Bien entendu, cette étape du transport des gaz dans le sang est liée au bon fonctionnement de l'appareil cardiovasculaire. Si vous avez un arrêt circulatoire, bien entendu, les gaz ne pourront pas être transportés. Au niveau des capillaires tissulaires, on va de nouveau avoir des échanges gazeux entre le sang capillaire qui va donner son oxygène vers les tissus et les tissus qui vont relarguer du CO2. Les phénomènes se passent de la même manière qu'au niveau alvéolo-capillaire, en sens inverse, et donc nous ne les verrons pas en détail. Et puis au niveau de la cellule et plus particulièrement de la mitochondrie se passe l'étape de respiration cellulaire que nous ne verrons pas non plus, que vous reverrez éventuellement en biochimie. Enfin, la dernière étape de la respiration consiste à étudier le contrôle de la respiration qui va permettre à l'organisme d'adapter à tout moment la ventilation aux besoins de l'organisme. Nous verrons que l'étape qui est la plus facile à réguler est celle de la ventilation pulmonaire et que grâce à des informations qui viennent de la périphérie, c'est des structures au niveau du système nerveux central qui vont permettre d'effectuer ce contrôle de la respiration. Donc le plan du cours découle de ces différentes étapes, ventilation pulmonaire, échange gazeux, transport des gaz et contrôle de la respiration. La ventilation pulmonaire, comme vous le voyez, est le chapitre le plus volumineux. Nous verrons différents éléments de cette ventilation pulmonaire qui ont été séparés en chapitres assez courts de manière à ce que l'ensemble des notions soient un petit peu plus digestes. Nous verrons ensuite assez brièvement la circulation pulmonaire, car sans circulation pulmonaire, bien sûr, il ne peut pas y avoir d'échange gazeux. Le chapitre 8 sera consacré aux échanges gazeux. Ensuite, nous verrons le transport des gaz dans le sang et le contrôle de la respiration. Comme je vous l'ai dit au début, l'appareil respiratoire a aussi un certain nombre de fonctions qui ne sont pas directement liées aux échanges d'oxygène et de gaz carbonique, mais qui sont aussi importantes et que nous verrons brièvement dans le dernier chapitre. Un mot d'avertissement sur les unités de pression. Dans le système international, c'est le Pascal qui est l'unité de pression universelle. Mais dans beaucoup d'ouvrages de physiologie respiratoire, dans des rapports météo, dans des cours de physiologie cardiovasculaire, vous allez assez souvent trouver des unités qui sont les millimètres de mercure, voire les bars. En physiologie, les pressions en général, les pressions qui règnent dans les vaisseaux sont exprimées en millimètres ou en centimètres de mercure. Les pressions gazeuses dans le sang sont exprimées en kilopascal ou en millimètres de mercure. Et les pressions mécaniques développées dans l'appareil respiratoire sont exprimées en centimètres d'eau. Bien entendu, toutes ces unités peuvent être converties en kilopascal, qui est l'unité internationale. J'ai essayé, pour tout ce qui était des pressions de gaz dans le sang, de vous les exprimer en kilopascal, car c'est maintenant l'unité qui est utilisée le plus souvent. Mais en ce qui concerne les pressions qui règnent dans les vaisseaux et qui règnent dans l'appareil respiratoire, il est encore classique de les exprimer en millimètres de mercure et en centimètres d'eau. Si vous avez besoin de convertir ces pressions, gardez en tête que 1 kilopascal est égal à 7,5 mm de mercure, et puis que vous pouvez facilement faire les conversions à l'aide d'un certain nombre de sites dont je vous ai mis un exemple.